Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débat sur l'actualité, mais pour l'instant, on part pour l'info. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Une actualité sociale très chargée aujourd'hui avec l'opération escargot des ambulanciers privés qui dénoncent l'accaparement du transport sanitaire par les sapeurs-pompiers. Puis nous écouterons les personnels du service d'endocrinologie du CHU de Pointe-à-Pitre qui réclament un retour dans leurs locaux d'origine à Ricou. Et enfin nous nous rendrons au tribunal administratif de Basse-Terre où le syndicat enseignant FSU a déposé un recours contre la modification du calendrier scolaire. Pour vous rappeler, effectivement, les professeurs se voient sucrer un peu plus d'une semaine de vacances. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Patrick Jacobi-Coali de l'association Graines d'Iri. Il viendra nous présenter la nouvelle édition des Talents des seniors en compagnie de Manuela Tulipe, qui est la lauréate de l'édition précédente. Et la situation épidémiologique continue de s'améliorer pour la 8e semaine consécutive. 200 nouveaux cas sont recensés contre 235 la semaine dernière. 15 nouvelles hospitalisations sur la période. Le taux d'incidence est toujours en baisse et passe de 62,9 à 53,1 pour 100 000 habitants. Nous sommes tout près du seuil de vigilance à 50 pour 100 000. Le taux de positivité de 2,4% contre 3% la période précédente. Le facteur de reproduction est de 0,73 en légère augmentation comparativement au dernier point où il était de 0,59. On ne comprend pas trop bien d'où vient cette hausse puisque toutes les valeurs sont à la baisse. En tout cas, le point Covid était dans la lignée des déclarations gouvernementales avec un mot d'ordre, la vaccination et encore la vaccination. Et la campagne pour les 3e injections se poursuit pour les plus de 65 ans, les immunodéprimés et maintenant les personnels soignants. On a les immunodéprimés, les personnes qui accompagnent ou qui vivent avec les immunodéprimés et aussi les personnels soignants. Maintenant, je vous propose d'écouter Olivier Véran, ministre de la Santé, sur les modalités de cette fameuse 3e dose de vaccin. Vous avez eu du vaccin Janssen. Si vous avez eu le Covid et une dose, donc un schéma vaccinal complet, ou si vous avez eu 2 doses, et si vous avez 65 ans ou plus, ou si vous êtes porteur de maladies chroniques qui fatiguent votre système immunitaire, c'est-à-dire si vous êtes appelé à être vacciné contre la grippe, les gens se connaissent, alors, et si vous êtes soignant désormais, on vous demande de recevoir une injection de rappel pour vous protéger si vous êtes à 6 mois de la dernière injection. Tout ça, ça fait combien de personnes en France ? Aujourd'hui, ça fait environ 4,5 millions, 5 millions de personnes à l'heure à laquelle je vous parle, mais chaque jour, il y a de plus en plus de Français qui sont à 6 mois de leur dernière injection et qui sont appelés à avoir ce rappel. On est à un peu plus d'1,5 million sur les 4,5 millions, ça veut dire un tiers. C'est mieux que chez nos voisins, ce n'est clairement pas suffisant pour garantir dans la durée le niveau de protection immunitaire contre le virus. Je le dis parce que chaque jour, il y a des gens qui sont à 8 mois de leur dernière injection et qui se contaminent au Covid. Et ces personnes-là sont à nouveau exposées à des risques de forme grave, alors qu'ils ont fait l'essentiel, ils ont fait le geste d'aller se vacciner une première fois, une deuxième fois dans la plupart des cas. Il faut qu'ils aient cette 3e injection. Les centres, il y en a 1200 ouverts. Les médecins, les pharmaciens peuvent désormais commander les vaccins, y compris le vaccin Pfizer, sans limitation de commande. Ils sont disponibles pour assurer cette vaccination. On parle de cette fameuse protection qui serait à peu près égale à 6 mois lorsqu'effectivement on a donc un schéma complet à 2 doses. Et effectivement, pour la première fois, lors des points Covid ici en Guadeloupe, on notera que Madame Bradamantis a évoqué l'immunité naturelle. C'est rare que ça arrive et donc ce sera à souligner dans les prochaines éditions.
Et notez également que le Sénat a voté aujourd'hui contre l'obligation vaccinale, puisque vous le savez, les sénateurs PS avaient déposé un projet de loi de façon à pouvoir élargir l'obligation vaccinale à toute la population française. Et bien, seuls 64 parlementaires étaient en faveur du texte contre 264. Et on poursuit avec l'opération Escargot des ambulanciers sur les routes de Guadeloupe. Une mobilisation contre la loi Matras et la réforme du transport sanitaire qui avantage un peu trop les sapeurs-pompiers au détriment des ambulanciers et du SAMU. Le reportage. Ah ben nous sommes en grève parce que les pompiers veulent tout faire. Les pompiers veulent rentrer dans la chaîne de soins, ce qui est la réponse à l'urgence. Et c'est pas leur métier, leur principal métier, c'est l'incendie. Et aujourd'hui, ils réclament de rentrer dans le réseau d'urgence. C'est ce qui est notre cheval de bataille, notre principale mission, secouer à la personne. Super. Alors il y en a qui disaient aussi, l'autre question c'était, quand vous êtes mobilisés comme ça, est-ce qu'il y a un minimum pour que Est-ce qu'il y a des ambulances quand même qui ont un service minimum? Oui, c'est tout à fait normal. Nous sommes conscients. Les transports, ce qu'on appelle les transports programmés, sont d'actualité. Et nous disons bien, nous ne répondons pas à la réponse à l'urgence préhospitalière. Ça veut dire que c'est quelqu'un en détresse, le centre 15 nous déclenche, on ne répond pas. Parce que les pompiers disent qu'ils peuvent tout faire. Est-ce que vous manifestez aussi contre l'obligation vaccinale? Non, c'est pas notre cheval de bataille, c'est pas d'actualité en ce moment. Nous, c'est la non-réponse à l'urgence préhospitalière. C'est une réforme que nous avons travaillé plus de 40 mois et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, à travers le lobbying des pompiers, veulent rentrer et veulent réclamer de tout faire sur ce créneau-là, sur ce métier-là. Le tour de force a été décidé hier soir, tout simplement parce que nous maintenons notre mobilisation tant que nous n'avons pas de retour suite à nos demandes au niveau du gouvernement. Non, il n'y a pas de conflit avec les pompiers. Nous sommes ensemble à la réponse à l'urgence. Simplement, en ce moment, nous organisons le transport sanitaire d'urgence. Nous réclamons une place d'un régulateur ambulancier aux côtés des autres régulateurs, de manière à ce qu'on ne déclenche pas systématiquement en carence. Sachez qu'en régulation, vous avez des pompiers qui, eux, souvent dans leur système, sont rémunérés sur les déclenchements et systématiquement vont déclencher donc leurs services sur des interventions où on est c'est plutôt nous qui avons la priorité. Savoir que le pompier, vous connaissez les fonctions, doivent être disponibles sur la route et principalement pour les accidents de la voie publique. Voilà, donc c'est de manière à pouvoir dispatcher la réponse à l'urgence de manière équitable et aussi de manière juste et que tout le monde ne soit plus réellement à attendre si vous avez un accident sur la chaussée, qu'on ne déclenche pas des pompiers si vous êtes aux Abîmes, déclenchez les pompiers de Saint-François parce que les pompiers des Abîmes sont occupés sur un transport qui est habilité aux ambulanciers. Parce que nous ne pourrons pas intervenir sur la voie publique pour leur carence. En gros, il demande un découpage équitable du gâteau. Et avec les divers transferts de services orchestrés pendant la dernière vague, des personnels soignants ne savent plus où donner de la tête. Si les unités Covid temporaires sont déjà closes, des services comme l'endocrinologie sont toujours délocalisés. Une désorganisation doublée de dysfonctionnements qui mettent à mal le parcours de soins des patients diabétiques. Les agents du CHU réclament donc la réouverture des lits qui leur sont dédiés à Ricou. Le reportage. Depuis, comme on dit, depuis le 9 août, donc on nous a délocalisés du jour au lendemain pour aller en service Covid 9e étage pour pouvoir soigner les Covidés. On nous avait dit qu'après ceci, nous serons retournés à Ricou pour trouver les patients qui étaient délocalisés à la polyclinique. Depuis ce jour, tous les services qui étaient Covidés sont fermés. Nous, on ne nous dit rien du tout. On nous a transportés dans différents services et quand on demande quel est le devenir, ils ne savent pas. Apparemment, c'est un problème médical au niveau des médecins, surtout des médecins. Mais il y a les patients, il y a des femmes enceintes
qui ne peuvent pas avoir leur consultation. Le diabète, ça tue, ça détruit toutes les cellules du corps, le cerveau, les yeux, les reins. Mais s'il n'y a pas de suivi, les patients sont retrouvés à la morgue. Je suis très inquiète par la situation du service. Nous sommes malades. Qui c'est qui nous soigne? Nous sommes soignés par les médecins d'endocrinologie. Et ils veulent fermer. Comment on va faire? Ce sont des spécialistes pour cette maladie-là. Comment on va faire nous? Nous devons être suivis par les médecins. Pourquoi ils veulent fermer? On ne nous a rien dit? Non, pas du tout. Et je suis suivie. Chaque 3 mois, je vais voir mon spécialiste. Quand j'irai, je vais trouver personne. J'appelle, il n'y a pas de rendez-vous. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, de toute manière, les patients qui sont hospitalisés diabétiques, ils nous calent dans d'autres services. Mais les médecins ne sont pas formés pour suivre le diabète. Il faut réouvrir le service de diabétologie à Ricoux. Il n'y a aucun souci, il y a 14 lits bien faits. Le service est nettoyé, nickel, qui n'attendent que les patients. Donc, donnez-nous une réponse aux patients, s'il vous plaît, monsieur Cotelon. Un reportage signé Maxime Morel. Et le centre médico-psychologique du CHU de Pointe-à-Pitre s'apprête à fermer. La direction entend regrouper les personnels vaccinés à l'hôpital de Monterran à Saint-Claude. Une nouvelle sanction pour les non-vaccinés, mais surtout pour les malades. De quoi encore une fois briser le suivi des personnes qui sont quand même mentalement atteintes et les prises en charge ambulatoires. Le reste en images. Il y a 2 soucis sous-jacents. Il y a le premier souci, le premier problème, c'est la problématique du fait qu'on propose aux agents, on ne propose pas, on impose aux agents d'être déplacés puisqu'on va fermer, ils veulent fermer les structures existantes pour déplacer des agents vaccinés vers le site de Saint-Claude. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est les patients en eux-mêmes. Que vont-ils devenir ? Quel sera l'avenir de leur prise en charge et qu'est-ce que ça peut poser aussi comme souci, comme problème au long cours, quoi. Personnellement, en tant qu'agent, en tant qu'éducateur spécialisé, la mission première, c'est bien d'accompagner des personnes en tissant un lien, qui n'est pas, les personnes ne sont pas des objets. Donc ça suscite beaucoup d'interrogations de ma part sur le travail fourni, le travail qu'on a investi et surtout des personnes qui comptent encore sur nous et qui du jour au lendemain peuvent être larguées sans soins, sans accompagnement. Et pour moi, c'est une question éthique, c'est une question qui en fait compte me turlupine et qui me renvoie en fait compte à un profond malaise. C'est une décision qui est sortie en fait compte, qui vient de Basse-Terre, de Saint-Claude, puisque le siège de l'hôpital est à Saint-Claude et c'est la direction et son encadrement qui a pu prendre justement cette décision. Je pense surtout à nos patients et à leurs familles. Car on insiste au niveau des médias et des propos autour des agents, on insiste sur la fermeture des unités d'hospitalisation, mais indirectement c'est toute la prise en charge à l'extérieur, sur les centres médico-psychologiques, sur les hôpitaux de jour, sur le domicile des patients qui va se retrouver complètement brisée. Et ça, en Grande Terre, c'est essentiel. Parce que justement, nous avions déjà historiquement beaucoup moins de lits d'hospitalisation en psychiatrie qu'à Monterran en Basse-Terre. Et que justement, une bonne part de notre prise en charge reposait sur les démarches ambulatoires. Des consultations au CMP, des démarches à domicile et des lieux de soins alternatifs. C'est-à-dire que je crains surtout pour ce dont on ne parlera pas, c'est-à-dire les prises en charge ambulatoires, à domicile, dans des CMP. Et cette réduction-là, elle va être fatale aux soins pour beaucoup de patients. Déjà que c'était un véritable casse-tête pour les parcours justement psychiatriques, alors maintenant on verra effectivement comment les choses se passent. Et parmi les problématiques sanitaires, nous avons aussi le cancer du sein. Et à l'occasion d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer redouble de communication autour des dépistages organisés, les fameuses mammographies. Il est essentiel aussi d'apprendre la palpation mammaire et connaître les signes comme les écoulements au niveau des mamelons ou encore les lésions de la peau. Le reportage. Ce que nous attendons de ce mois-ci, c'est que justement nous puissions quand même organiser, mettre en place un programme de manière à ce que nous puissions continuer
l'information et l'incitation au dépistage, la prévention auprès des malades atteints du cancer. Et ceci, eh bien, en tablant beaucoup sur les médias, pour bien leur dire que malgré la pandémie, nous allons être présents dans le département et que nous n'allons pas laisser tomber les malades. Nous essayons aussi de les suivre dans leur parcours de soins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans tous les centres de santé de la Guadeloupe. Alors c'est important de se faire dépister parce que ça reste le premier cancer chez les femmes, en Guadeloupe comme par ailleurs dans le monde, et qu'il est responsable en Guadeloupe de 50 décès à peu près par an. Or, c'est un cancer dont on peut espérer presque une guérison ou en tout cas une rémission lorsqu'il est dépisté dans des formes de début de petite taille. Alors le dépistage passe par plusieurs outils. Le premier outil, c'est celui du dépistage organisé. C'est en fait toutes les femmes qui sont assurées sociales reçoivent à leur domicile une invitation à faire ce qu'on appelle une mammographie, qui est l'examen de radiologie des seins. Et cet examen permet de dépister donc des petites anomalies qu'il faut absolument après compléter par d'autres examens si on retrouve ces anomalies. Mais ça ne veut pas dire que quand on a une petite anomalie, c'est forcément un cancer du sein. Dans plus de 99% des cas, on va trouver une anomalie bénigne. Parfois, ça reste un cancer, mais on a la chance de le trouver alors tout petit et on peut en espérer la guérison. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est apprendre à se palper les seins, pour qu'on puisse à tout moment vérifier, entre deux mammographies et avant l'âge du dépistage organisé, vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dans les seins. Ça peut aller de l'écoulement du mamelon à la palpation d'une masse anormale dans le sein ou bien à une lésion de la peau qui ne serait pas comme d'habitude. En fait, tout ce qui n'est pas comme d'habitude peut être potentiellement suspect. Il faut apprendre très tôt, puisqu'en fait, on conseille à partir de 25 ans d'apprendre à dépister les cancers du sein. Donc les jeunes femmes, à partir de 25 ans, d'apprendre avec leur médecin traitant, avec un gynécologue, avec une sage-femme, de façon à avoir un certain degré d'autonomie par rapport à l'apparition d'une anomalie. Donc, et pour le dépistage organisé, c'est à partir de 50 ans. Opposé au changement de calendrier scolaire, le syndicat FSU intente une action en justice. Une requête reçue par le tribunal administratif qui se prononcera vendredi sur la question. On fait le point avec Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU. Nous sommes déjà satisfaits que le juge puisse effectivement traiter l'affaire le plus rapidement possible. Donc c'est une première satisfaction. Ensuite, visiblement, les arguments que nous avons présentés semblent faire mouche. La partie adverse demande donc un délai pour pouvoir présenter un mémoire de défense. Nous-mêmes, nous allons effectivement répondre à ce mémoire de défense. Et puis, visiblement, le juge, demain midi, va arrêter l'instruction et donnera son délibéré vendredi. Donc nous disons tout simplement aux collègues qu'il faut rester mobilisés, qu'il faut rester attentifs et que nous ne lâchons rien parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement l'honneur et tout simplement l'intégrité du travail effectué par les collègues qui est remis en cause par la rectrice et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Beaucoup de collègues ont commencé à travailler depuis le 20 août. La quasi-totalité des enseignants étaient sur le pont dès le 1er septembre, certains dans les centres d'accueil, d'autres en établissement. Nous avons également des collègues qui ont commencé à travailler notamment pour mettre en place la distanciation ou l'enseignement hybride. Et puis dès le 6, tout le monde était en établissement, matin, midi et soir, pour justement faire de telle façon que l'accueil en présentiel des élèves à partir du 13 soit effectif. Madame la rectrice semble tout simplement balayer d'un geste l'ensemble du travail des collègues. Et ça, c'est pas acceptable. On ne méprise pas les gens qui travaillent, on ne méprise pas des gens qui sont sur le pont depuis pratiquement le 15 mars 2020 à cause de cette pandémie. Nous faisons tout pour effectivement nous adapter nos pédagogies, adapter la prise en charge des élèves, mais nous ne pouvons pas accepter que Madame la rectrice puisse effectivement balayer d'un geste tout ce travail. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, Madame la rectrice ne mesure pas les conséquences de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire la rupture de confiance
qu'il y avait entre les enseignants et leur institution. Ils ont été destinataires de manière assez étonnante, puisque ça a été communiqué par voie de presse et après sur le site internet du rectorat, donc de la manière dont au final ils allaient travailler durant toute l'année scolaire. C'est pour ça qu'ils ont agi aussi rapidement, puisque toutes les conditions, à notre sens, étaient réunies, donc l'urgence, etc. Ces conditions ont été débattues aujourd'hui devant le tribunal administratif qui rendra sa décision vendredi, donc on verra bien. La majorité municipale de Loïc Tonton est actuellement fragilisée suite à la constitution d'un nouveau groupe d'élus. Mais rien de bien grave pour le maire de Désirade qui semble entendre la critique et être même prêt peut-être à se remettre en question. On l'écoute. Je pourrais surtout vous dire ce qui était stipulé sur le courrier. Lors du conseil municipal du 9 octobre dernier, bien entendu, effectivement, j'ai eu un courrier remis en main propre de mon premier adjoint où ils ont bien stipulé qu'ils ont créé un groupe et dont il est le président. Donc voilà, sur le courrier, il est stipulé que c'est pour une meilleure cohésion, une meilleure information au niveau des élus. Pas plus que ça. Donc moi, je reste surtout sur ça. Et moi, en tant que maire, et surtout face à ma majorité, nous allons nous rencontrer comme nous avons toujours fait. Nous allons nous rencontrer très rapidement, ce que j'ai bien dit sur mon communiqué de presse, et de façon à discuter comme des personnes intelligentes, comme des personnes surtout responsables, puisque je rappelle que nous sommes élus de la population. Et vous savez, dans tous les conseils de toutes les mairies quasiment, il y a des soucis, il y a des problèmes pareils, puisqu'il s'agit d'un regroupement d'hommes et de femmes. Donc des problèmes, il peut y en avoir. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'intelligence de pouvoir régler les choses et aller toujours continuer à aller vers l'avant pour la population. Ce qui me concerne, je reste quelqu'un de très impartial, même dans tout ce que je fais, même politiquement, c'est-à-dire que je œuvre pour une vraie demande de la population, tout ce qui est demandé par la population, mais surtout avant, pour le programme politique. Donc, ce que j'ai toujours fait, même si ça m'est reproché, mais ce que j'ai toujours fait, puisque voilà, les preuves sont quand même là, mais n'empêche que nous n'allons pas rentrer dans les débats et voilà, comme je vous ai dit, nous allons travailler ensemble et faire en sorte que les choses s'arrangent pour continuer d'avancer. Une interview réalisée par Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Patrick Jacobi-Coali de l'association Grendiri. Il est en compagnie de Manuela Tulipe et nous allons parler d'un sujet un peu plus détente quand même, à savoir les talents des seniors. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10 et de Guadeloupe. Donc merci de nous recevoir. Donc effectivement, je représente l'association Grendiri et l'association Coup de pouce aussi. C'est ça. Donc avec le partenariat de la ville de Petit-Bourg et le CCAS, on a décidé de mettre en place le talent des seniors. Donc cette édition, c'est un concours de chant. Donc c'est vrai qu'après avoir travaillé avec l'association Senior Bien-être sur le concours de chant pour seniors qui s'appelait Locance, dont nous avons Émilie Benoît, donc Manuela était là ce midi, donc c'est pas elle qui est là ce soir, qui va s'exprimer tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un concours de chant qui s'adresse pour cette édition aux habitants de Petit-Bourg, donc de plus de 60 ans. Donc c'est vrai que le but c'est de faire des auditions dans chaque ville. Donc je dis à tous les maires, à toutes les équipes, préparez-vous, Petit-Bourg est leader dans... Donc ça se cantonne pas qu'à Petit-Bourg. Non, ça commence par Petit-Bourg parce que la volonté était plus forte, notamment de commencer au moment de la Semaine Bleue. Et comme on disait avec justement l'élu, la présidente du CECAS, Madame Unimont, on veut maintenant mettre un Octobre Bleu en place. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a vu aussi cette souffrance au niveau des seniors par rapport à l'isolement. Mais il y en a qui vont réclamer l'année bleue. Si on peut faire ça, je pense qu'il n'y a qu'à mériter parce qu'il y a une souffrance qui est vraiment forte. C'est vrai que nous qui sommes dans cette génération intermédiaire, des fois on a peut-être sous-estimé cette souffrance, mais quand on voit les gens qui nous disent on ne s'est pas revu depuis mars 2020, ça fait quand même quelque chose et on se dit c'est censé être un petit concours un petit peu comme tu disais, second degré, mais on sent vraiment que on en a vraiment besoin. Voilà. Donc justement, à l'heure où on parle de l'isolement des personnes âgées qui sont restées des mois durant seules, là elles ont l'occasion justement de venir s'exprimer, on va dire, différemment. En tant que participante, comment vous appréhendez un peu? Déjà, je dis bonsoir Harold et les téléspectateurs et tristes. Je m'appelle Émilie Benoît. C'est moi la lauréate du concours. Oui, alors, ce qui s'est passé, j'ai entendu une annonce
Et du coup, j'ai entendu une annonce pour les gens qui ont plus de 50 ans et plus, en fait. Et du coup, j'ai appelé et de là, j'ai eu la responsable, enfin la trésorière de l'association qui m'a proposé d'auditer. Et du coup, après, elle m'a appelé, j'ai chanté et j'ai été retenue. Et du coup, mais à la base, tu es chanteuse de salle de bain, tu es chanteuse de chorale, tu es chanteuse où? Déjà, je chante dans une chorale. D'accord. Et j'ai toujours chanté étant gamine. Hein. J'ai participé à des concours de chant sur les podiums, comme avant. Dans les podiums municipaux, là, voilà. Et du coup, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté. Et j'ai trouvé que c'était original de faire partie des candidats de plus de 50 ans, en fait. Et du coup, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça m'a amené à sortir un CD, un single. D'accord, carrément. Oui. Est-ce que ça a été plaisant quand même, la petite bataille avec les autres seniors? Si, il a fallu chanter déjà, danser, et voilà, bien vêtu. Et voilà, ça a marché, ça a fonctionné. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu as gagné? Parce que j'avais confiance en moi déjà. J'avais confiance en moi et puis j'ai entendu les autres candidats aussi et je me suis dit, ça c'est dans la poche que ça sera moi. Hein. Avec le recul. Donc victoire effectivement l'an dernier. Grosso modo, combien de rounds on va dire qui doivent se faire en fait, entre sur l'édition qui n'était pas l'année dernière mais il y a 2 ans parce qu'effectivement avec la crise sanitaire on n'a pas pu enchaîner comme on voulait avec justement la sortie du single des lauréates. Donc en fait ça s'est passé avec des auditions. Il y a eu 49 personnes qui ont été retenues sur cette édition de Locance et après il y a eu 7 finalistes. À l'époque c'était à la salle Félix Proto que justement Manuela, Émilie se sont affrontées avec d'autres et c'est vrai qu'il y a eu une grande lauréate. Et comme Manuela était quand même assez proche et que ça s'est décidé à peu, donc pour l'enregistrement du single, ils ont eu la chance de l'enregistrer à 2, Karuki Rabelais, que justement Canal 10 diffuse. On a eu l'occasion de voir aussi le documentaire sur toute la rétrospective de l'édition précédente samedi dernier sur Canal 10, donc on remercie. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que Manuela et Émilie étaient au coude à coude. On le voyait et c'est vrai que nous, ce qui nous surprenait en tant que communicants et un peu dans l'organisation, c'était comment elles arrivaient à se transcender entre le moment où elles répétaient chez Pascal Latour au Rézé, on envoie un big up pour vraiment travailler et le côté original c'était que chaque senior entre guillemets était présenté par un jeune de moins de 15 ans, donc il arrivait sur scène avec un jeune qui présentait un peu des points forts de ce senior qui pouvait être sa mère, son père, son oncle et autres. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y avait Philippe Blaze aussi avec ses musiciens qui ont orchestré ça d'une manière splendide. C'était vraiment un beau spectacle et c'est vrai que la différence avec le talent de senior qu'on organise là, c'est que c'est plus sur le côté vidéo et là on reçoit les vidéos et le final de l'audition le 30 octobre, là on aura un petit peu plus de sauce avec des instruments, un peu plus de fun quoi. Mais c'est vrai que est-ce que pour les vidéos justement, je voulais vous demander si pour les vidéos c'est des formats basiques, on s'en voit juste en train de chanter ou bien on peut faire sa comédie musicale en famille ou faire des prestations un peu originales? On fait ce qu'on veut, c'est vrai que la majorité ce sera des choses basiques et là on en sort encore, c'est vrai que comme c'est quand même ça s'adresse à un certain public, il y avait beaucoup de choses basiques. On a même eu la larme à l'œil parce que là par exemple une dame de 78 ans nous a rechanté la chanson que sa mère lui chantait, mais avec une telle émotion, elle a été s'habiller et autres. Donc et il y a des gens aussi, on l'a eu, qui sont venus avec la guitare, le tambour, les danseuses, parce qu'ils font partie d'associations d'aînés et qui sont organisés et que comme on disait tout à l'heure, ils avaient envie de montrer qu'ils étaient encore là. Donc c'est vrai que dans les vidéos, il y aura de tout et je rappelle encore que normalement c'était jusqu'au 14 octobre l'envoi, mais on a décidé de pousser jusqu'au vendredi 15 parce que c'est vrai qu'on voit des seniors qui nous disent bon mais là on n'arrive pas, viens nous donner un coup de main, on n'a pas réussi à envoyer. Mais justement c'est l'occasion pour l'intergénération de jouer avec les petits enfants pour qu'ils aident les seniors à préparer leurs vidéos. C'est ça, c'était ça aussi le but, c'est-à-dire de le faire de manière plus innovante, ce côté intergénérationnel qui pour le concours Locance c'était une présentation sur scène, de là se dire ben papy, mamie, tonton,
on va vous aider à faire la vidéo. On a vu une dame, sa fille lui envoyait un WhatsApp pour lui dire maman chante comme ça, telle chanson, qu'elle lui envoie ça de là-bas. Et je lui dis ce serait intéressant même de faire des vidéos justement de personnes ensemble, de famille. Et non, ça va vraiment valoir le coup. Et c'est vrai qu'on va revoir toutes ces vidéos du 20 au 24 octobre sur le site de la ville de Petit-Bourg. Et les habitants de Petit-Bourg, pour cette fois, pourront voter. Il y aura un jury en physique, mais c'est vrai que la majorité des votes quand même qui seront pris en compte, ce sera de la population. Donc les seniors ont jusqu'au 15 octobre prochain pour envoyer leurs vidéos. Est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse à laquelle on peut les envoyer? Exact, donc c'est sur Grendiri, donc GRENNDIRI 971 @gmail.com, donc c'est l'adresse de la structure. Ou sinon on peut m'appeler directement 06 90 81 10 38. On peut l'envoyer par WhatsApp ou me demander des infos. On a beaucoup de gens qui nous appellent aussi d'autres villes, donc comme on leur dit, Papé, Sakavine aussi. Merci beaucoup en tout cas à vous pour l'organisation de ce concours pour les seniors, concours de chant donc. Vous avez jusqu'au 15, vous n'êtes pas obligé d'être petit bourgeois justement pour participer au concours. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos, c'est l'occasion de faire un petit show, un petit spectacle avec les tatis, les tontons, les papis, les mamies et puis tout le monde en famille. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore à toi, merci à Canal 10. Et je pense de toute façon ce sera diffusé sur Canal dans tous les cas. Je pense aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débat sur l'actualité locale. Et avance la coupure pub. Je dis bonsoir à Madly Congrès, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Sylvia Jacquet Crétide, à Joël Bazit, à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Jimmy Kamagouva Alia, bonsoir à Guy Merjac, à Mesmer, bonsoir également à Thomas François, bonsoir à Jean-Luc Constant, à Julie Noglotte, bonsoir et bisous à Patricia Châtenay Rivaudet, bonsoir à Guad Plus, bonsoir à Clémence Moïsa, à qui d'autre? Stunaman Stanivelli, bonsoir à Marie-Annick Chéreau, bonsoir à Elsa Dopia, à Leslie Léraymond, bon à toute la team du journal, on est de plus en plus nombreux, mais si vous avez un petit bonsoir à passer. Moi je vais passer un gros bonsoir à toute ma famille, à Beau Soleil, les Abîmes, justement les seniors qui nous portent, les mamans, les tatis. Jacobi quoi, c'est une grande famille. Voilà, grande famille aux Abîmes et à toute la ville de Petit-Bourg aussi. Franchement, beaucoup d'amour et continuons comme ça et je pense qu'on ira loin. Oui, moi aussi je dis bonsoir à mes parents, à ma famille, à ma fille, à tous ceux qui sont autour de moi. Et surtout les Benoît, les grandissants, les Mondor. Encore les grandes familles. Encore des grandes familles. Famille Luce aussi, Miguel. Il y a un petit côté de parenté, effectivement. On se quitte pour la coupure pub et on revient avec nos invités en plateau. A tout de suite.